Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau format qui s'intitule Original versus Remake. Ouais, super original comme titre, hein. J'ai donc décidé de commencer par Scarface avec Al Pacino, car oui, c'est un remake. Pour l'occasion, GM Édition m'accompagne puisque ce 17 mai, ils ont sorti la biographie Al Pacino, Le Grand Jeu, et c'est signé Ludovic Girard. Oui, on peut dire que c'est une vidéo sponsorisée. Donc c'est parti pour Original versus Remake consacré à Scarface. Scarface, film réalisé par Brian De Palma et avec Al Pacino, continue d'être populaire 40 ans plus tard. Et c'est un remake. Comme quoi, ce n'est pas toujours raisonnable de dire que les remakes sont inutiles, alors que certains ont marqué l'histoire du cinéma et ont parfois surpassé l'original. Mais on ne va pas se le cacher, souvent ce sont des catastrophes, et dans ce format, on aura l'occasion d'en reparler. Scarface, c'est donc le remake d'un film de 1932 réalisé par Howard Hawks et avec dans le rôle principal Paul Muni. Et ce long métrage s'appelle Scarface. Y a pas que moi qui cherche pas bien loin pour mes titres. Non, c'est vrai ça! Dans le film de 1932, on ne suit pas un Cubain dans le monde de la cocaïne à Miami, mais un Italo-Américain durant la Prohibition à Chicago. Son nom, Tony Camonte. Paul Muni interprète donc un personnage ambitieux, un peu tête brûlée, qui veut gravir les échelons. Vous l'aurez peut-être déjà compris, mais dans les deux versions, on retrouve la même trame narrative. On a les éléments fondamentaux comme l'ascension, le rapport ambigu avec sa sœur, son meilleur ami, la femme de son boss qu'il finira par conquérir, et même un final explosif, mais raconté différemment. Déjà, l'un se déroule durant les années 20-30 et l'autre au début des années 80. Ce qui aurait pu ne pas être le cas puisque le film de De Palma a failli se dérouler durant la Prohibition. Et je le sais notamment grâce au livre de Ludovic Girard. Page 84, on peut lire des propos d'Al Pacino qu'il a tenus dans le Rolling Stone magazine. Au départ, j'avais l'idée de recapturer les années 1930, mais quand j'en ai parlé à des auteurs, nous trouvions cela très difficile, car c'était trop mélodramatique. Même la paranoïa du personnage correspond à son époque. Dans le film de 1932, on a des portes et des volets blindés sur lesquels on insiste, là où dans le remake, il s'agit des caméras de surveillance avec les écrans dans le bureau. Dans les deux cas, il s'agit de montrer le roi de la pègre dans sa forteresse imprenable. Ça c'est con! En revanche, le point de vue de l'histoire est totalement différent. Dans le remake, on suit Tony du début à la fin. On a uniquement sa vision des choses, on découvre tout en même temps que lui. Alors que dans l'original, nous avons des scènes sans Tony, dans d'autres lieux, et même parfois on va oublier ce personnage. Résultat, on a parfois une longueur d'avance sur lui. On sait que la police va faire une descente, ou encore que son concurrent va essayer de le tuer. Ah d'ailleurs cet acteur, vous ne l'avez peut-être pas reconnu, mais c'est Boris Karloff. Et oui, un an après son personnage culte de monstre de Frankenstein, le mec incarne un gangster. Et pour revenir sur la longueur d'avance qu'on a sur le personnage, les deux versions annoncent la mort du héros. Dans le film des années 30, dès le début, le policier annonce que Tony finira par mourir. Dans le film de De Palma, c'est un petit peu plus subtil et je pense que ça se joue au moment où Tony va chercher Elvira. Certes, il est désormais au sommet, mais la musique de Giorgio Moroder a quelque chose de funèbre. Lorsque notre protagoniste regarde le dirigeable avec la célèbre phrase « The world is yours », il y a une sorte de poids sur ses épaules à cause de la contre-plongée. Le dirigeable, et donc ce qu'il implique, domine le personnage. Et comme si ce n'était pas suffisant, le plan suivant, la caméra s'éloigne de Tony, comme si nous étions déjà en train de le quitter. Le tout pour le montrer dans un décor gigantesque. Donc le mec a atteint le sommet, il est désormais le plus puissant de Miami, et pourtant, on le montre minuscule dans ce plan, pour ne pas dire insignifiant. Alors que dans la version de Hawks, cette scène, elle montre tout simplement Tony qui a atteint le sommet. C'est aussi ça que j'adore avec le cinéma, le pouvoir de raconter la même histoire, faire la même scène, mais pour en dire autre chose. Je viens de parler de l'esthétisme de la scène où Tony a atteint le sommet, et en fait, comme on change d'époque, on doit aussi créer un nouvel imaginaire, et ça passe par l'esthétique. Dans l'original, nous avons des coins sombres, alors que dans le remake, nous avons énormément de couleurs flashy. Alors je sais ce que vous allez me dire, la version de Hawks est en noir et blanc. Oui, c'est vrai, mais imaginons, admettons, que ce film est en couleur. On verrait surtout des scènes de nuit, en toute discrétion, et seuls les guet-apens se feraient de manière violente en pleine rue. Dans le film de De Palma, le soleil brille, les gangsters sont à la vue de tous. Ils peuvent amener à la banque des sacs d'argent sale, ou encore buter un mec en plein milieu de la route, le tout en plein jour. Et je pense qu'on peut dire que la version de De Palma a plus d'idées d'esthétisation de la vie de gangster. En même temps, c'est normal, on est en plein dans les années Reagan. To make America great again. Make the cock great again avec la CIA aussi, hein, ça on n'oublie pas. J'ai rien fait
Mais attention, ce n'est pas parce que le remake est remarquable par son esthétisme que l'original ne l'est pas. On a des idées brillantes. J'adore cette ellipse qui montre que l'équipe de Tony se débarrasse des concurrents jour après jour. Et le fameux X tellement culte qu'on me l'a enseigné durant mes études de cinéma. Le X, c'est le symbole de la mort dans le film de 1932, que ce soit pour annoncer le décès ou simplement le confirmer. On le retrouve partout, c'est une récurrence. D'ailleurs, la cicatrice sur le visage de Tony est aussi une croix. Est-ce qu'on ne serait pas déjà sur une prédiction de sa mort en plus des paroles du policier? La récurrence du X dans l'original, j'ai tendance à l'associer à la récurrence du mot fuck par Al Pacino dans le remake. Fuck qui ont été très pénibles à supprimer pour la diffusion sur les télés américaines. La censure du mot fuck à la télévision américaine, c'est un bordel depuis des années. We're gonna do this one deal, that's it. Okay, fuck you. Okay, drop that. How's that? This sound like a great big pussy. Just waiting to get fucked on. This sound like a great big chicken just waiting to be plucked. Only you got a look in your eye like you haven't been fucked in a year. Hey, Jose. You got a look in your eye like you haven't been touched in a year. Hey, Jose. Et les deux versions du film ont connu la censure pour leur sortie en salle. Faut dire que celui de 1932, eh bien, on a ce qu'on appelle le code Hays qui arrive 2 ans plus tard. Et le code Hays, faut vraiment que je vous en parle un jour. Parce qu'à l'époque, t'as des petits malins qui se sont amusés à détourner le code en suggérant du sexe sans en mettre. Et chose assez incroyable, la version de 1983 a été classée X. Il n'y a même pas de nichon. Enfin si, mais bon, il faut mettre sur pause et en plus de ça, c'est flou. Et si je le sais, c'est parce que j'ai vérifié, parce que c'est un vrai travail d'analyse que de le faire. Voilà. Ludovic Girard en parle très bien dans son livre, même si, comme il le dit, il faudrait certainement un livre entier pour parler des soucis qu'a rencontré le film pour sortir. But I called the head of the studio and I said, if I have an X on the third version, I have an X on the first version. The initial version, they're all X's. Why don't I just go with the first version? And they said, oh, no, you can't do that. And I said, why not? An X is an X, isn't it? Et comme je parle à nouveau de ce livre, je pense que c'est le moment de vous expliquer comment participer au concours. Et c'est pas une raison pour quitter la vidéo après, hein. Attention, vous pouvez gagner 2 exemplaires. Un ici et un autre sur Instagram. Sur YouTube, vous likez la vidéo et vous la commentez en écrivant au moins « Je participe ». Et sur Instagram, je vous laisserai découvrir les modalités directement dans la publication. Et puis pensez à vos amis, partagez-leur le concours, faites pas les rats. Vous avez jusqu'au 31 mai pour participer et le tirage au sort se fera le week-end du 1er et 2 juin. Puis bonne chance surtout. Voilà, maintenant que vous savez comment participer, on peut revenir sur la censure. Parce qu'elle a amené Howard Hawks à tourner une fin alternative, même si le petit filou a gardé sa fin initiale. Et celui de De Palma a aussi une fin alternative. Pas vrai, mensonge! Mensonge! Faux décor! Mais je vous jure, le film avec Al Pacino a une fin alternative dans ce jeu. Ici, Tony survit à la fusillade de la fin du film et tente de reconquérir son territoire. Si vous aimez GTA Vice City, vous allez adorer ce jeu qui, en plus, nous fait le plaisir de faire revenir Steven Bauer et Robert Loggia pour qu'ils prêtent leur voix à de tout nouveaux personnages. Bah oui, leurs anciens personnages sont morts, donc pas trop le choix. Et toujours à propos de la censure, les deux réalisateurs ont l'art et la manière de montrer les meurtres et la violence, sans les montrer. Car oui, il ne faut pas l'oublier, mais l'une des puissances du cinéma, c'est son hors-champ. Et ici, on a quand même pas mal de choses qui sont suggérées. Dans le film de 1932, c'est parfois pour ajouter du mystère avant de révéler le personnage. Dans le remake, c'est certainement pour éviter une censure supplémentaire. Cette scène de la tronçonneuse, si vous pensez avoir vu à l'image un démembrement, eh bien sachez que c'est votre cerveau qui a créé ce souvenir. À aucun moment on ne voit de membres tronçonnés. Et pourtant, ils ont testé aussi de filmer en montrant les membres, pour finalement y renoncer. L'art du montage et du cadrage donne l'illusion du réel. Et en parlant de réel, Oliver Stone s'est beaucoup documenté pour écrire Scarface. Et pas seulement en prenant de la coke. Oliver Stone a eu des entretiens avec la brigade des stupes et il est allé encore plus loin. C'est-à-dire qu'il est allé à la source, il est allé chez les narcos en Amérique latine, si bien que il a failli se faire buter. Et ça, je le sais parce que c'est dans ce bouquin, ainsi que dans les bonus de cette version DVD. Naturally, we struck up conversations with a lot of guys with jewelry, kind of playboy types. And I told them I was a screenwriter and I was doing a movie about this stuff, and they were flattered. We started talking and went back to their place, drinking, snorting, having a party. And I mentioned the name of somebody who had helped me in Miami with my research. This person had been a defense attorney. When I mentioned the name, their faces went white. It meant that I may have been in some way connected to the prosecution or to a cop or an enforcement officer, and I was just pretending to be a screenwriter and I was going underground here. I knew I was in trouble. It was a scary moment, and it was good for me to get back in touch with that
fear that I had felt so often in Vietnam. Ce qui fait un nouveau point commun avec la version de 1932, parce que les gangsters de l'époque n'appréciaient pas l'idée de faire un film inspiré d'Al Capone, et finalement, certains truands sont devenus consultants pour le tournage. Le fait de se documenter est important pour chroniquer cette vie, mais aussi pour interpeller le gouvernement, ce que font aussi les deux films. Que ce soit par un carton qui s'adresse au gouvernement de manière frontale, ou alors un carton pour annoncer le contexte politique, le tout accompagné d'archives qui ancrent le film dans le réel. En revanche, pour le remake, là encore c'est un peu plus subtil parce que cette critique elle passe par l'image. On nous montre le clinquant reaganien sous forme de training montage galvanisant, alors qu'en réalité c'est ce moment qui signe l'arrêt de mort de Tony. And it's sort of like the capitalist dream gone bizarre and berserk and as crazy as it can get and completely self-destructive. Scarface, c'est vraiment un cas d'école sur la question du remake, parce qu'il se détache énormément de l'original, mais en même temps, de temps à autre, il va le solliciter. J'ai adoré travailler sur ce concept et j'espère vraiment réitérer le format sur la chaîne. Le mieux, c'est encore que vous commentiez, que vous likez et que vous partagiez un maximum sur les réseaux sociaux pour que je sache si je continue ce format. Encore merci GM Édition de m'avoir accompagné sur cette première. Ils m'ont fait confiance sur un format que je n'avais encore jamais testé. Et si vous ne gagnez pas le concours, procurez-vous quand même la biographie Al Pacino Le Grand Jeu parce que c'est vraiment énorme comme boulot. On passe par toute sa carrière, aussi bien au cinéma qu'au théâtre, en passant par la direction de l'Actors Studio. Et il m'a clairement aidé à travailler sur deux excellents films, excellence qui certes, par la suite, au cours de ce format, ne sera pas toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel film vous voulez que je souffre. N'hésitez pas à me dire si vous préférez l'original ou le remake. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!